Madame, Monsieur, bonsoir. C'est décidément un film politique en accéléré que vit la France depuis quelque temps. Vous venez de le voir, après la démission d'Alain Juppé, ce matin, Lionel Jospin a été reçu à l'Elysée pendant 1 heure par Jacques Chirac, qui lui a proposé le poste de Premier ministre. Proposition acceptée. Nous allons revenir tout au long de cette édition spéciale, pendant 1 heure, en compagnie de Daniel Bilalian, sur cette nouvelle journée très riche politiquement et puis bien sûr sur la soirée d'hier. Alors avec une succession de reportages, bien entendu, des invités politiques autour de nous ce soir pour commenter cette actualité de ce lundi. Nous commençons tout de suite en images donc avec la journée à l'Elysée, commencée ce matin par un rendez-vous entre M. Alain Juppé et Jacques Chirac. Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Il est 12h30 très précise. Lionel Jospin vient de passer 1 heure dans le bureau du président de la République. Sur le perron de l'Elysée, il officialise lui-même sa nomination à Matignon. Simplement, le président de la République proposé de me nommer Premier ministre et j'ai accepté. Le contact a été bon avec le président de la République. Excellent. Déjà, le nouveau Premier ministre repart. Tout doit aller très vite. Il a promis de faire connaître la composition de son gouvernement avant la fin de la semaine. La passation des pouvoirs avec Alain Juppé est prévue à 11h demain. Auparavant, les grilles de l'Elysée se sont ouvertes à 9h pour Alain Juppé, venu présenter sa démission et celle de son gouvernement. Accueilli par le secrétaire général de l'Elysée, Dominique de Villepin, Alain Juppé, visiblement tendu, n'a fait aucune déclaration. De son côté, Jacques Chirac n'a pas quitté son bureau. Il s'est longuement entretenu au téléphone avec le chancelier Helmut Kohl et avec différentes personnalités de la nouvelle opposition, parmi lesquelles Philippe Séguin, avec qui il déjeunera demain. La cohabitation se met donc en place. La nouvelle majorité et la nouvelle opposition s'organisent aussi. Passation de pouvoir donc à l'hôtel de Matignon, demain à 11h. Lionel Jospin, qui s'est couché très tard hier soir en rentrant tard de Toulouse, a eu, on s'en doute, une journée extrêmement remplie. Reportage Olivier Caroff, Jean-Louis Bousser. Des corbeilles de fleurs, pas forcément des roses, et quelques képis pour assurer la circulation. Signes extérieurs de victoire cet après-midi devant le siège du Parti Socialiste. Là, je suis un badaud. Je regarde s'il y a des personnalités. Apercevoir avant tout le nouveau Premier ministre Lionel Jospin qui a réuni une dernière fois son équipe de campagne. Noyés dans la forêt des micros et des caméras, quelques ministrables, des prétendants au perchoir de l'Assemblée nationale ou à de hautes fonctions au sein du Parti socialiste. Avant la réunion, Lionel Jospin a justement évoqué le futur organigramme du parti. Un constat s'impose, les électeurs et les élus partagent la même préoccupation. Qui ne se plantent pas surtout, parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Je crois que nous savons pertinemment que cette confiance est très exigeante et que nous avons une lourde responsabilité, mais nous essayerons d'être effectivement à la hauteur de ces exigences. Ne pas décevoir, c'est un leitmotiv malgré l'euphorie de la nuit dernière. 1h15 du matin, un homme heureux atterrit à Paris. Robert Hue, Laurent Fabius et Philippe Séguin l'ont déjà félicité, ce ne sont pas les seuls. Et Monsieur Tony Blair m'a appelé. J'ai trouvé quand même. Qu'est-ce qu'il vous a dit? J'ai trouvé qu'un coup de téléphone du Premier ministre britannique à Sainte-Gabelle, je pense que c'était encore jamais fait dans l'histoire du village. Hein? Au milieu de la nuit, accueil triomphal au QG de campagne, maison de l'Amérique latine. Mais Lionel Jospin rappelle très vite la ligne qu'il s'est fixée. Tout ça n'aurait pas pu être fait sans vous, d'une part, et d'autre part, n'aurait pas de sens sans vous. Donc, nous émanons de vous. J'espère que nous le prouverons. J'espère que nous ne l'oublierons pas. Lionel Jospin le sait, il va devoir imposer son style et il faudra commencer dès demain à l'hôtel Matignon. Il est modeste, il est discret, il est bien. Sur place maintenant donc rue de Vaugirard, au quartier général et au siège du Parti Socialiste, Guylaine Chenu. Guylaine, bonsoir. Je suppose que M. Jospin est en train de préparer à la fois son gouvernement et répartir les principaux postes de responsabilité qui incombent à la gauche désormais. Un petit problème de son avec Guylaine Chenu, nous y reviendrons dans un instant, ou alors c'est réparé tout de suite.
Peut-être en attendant de retrouver Guylaine Chenu, on peut peut-être revenir sur une donnée essentielle du débat de ce soir pour de longues semaines, le résultat de ce second tour des législatives anticipées, donc les résultats d'hier soir analysés par Valérie Hermite. 71,07% de votants pour une nouvelle alternance. La France s'apprête à vivre sa troisième cohabitation en 10 ans. La gauche redevient majoritaire à l'Assemblée nationale, dont voici le nouveau visage. 38 députés pour le Parti communiste, 21 pour les divers gauches et 253 pour les socialistes et leurs alliés radicaux. Pour la première fois de leur histoire, les Verts, ils sont 7, font leur entrée dans l'hémicycle. À droite, l'UDF obtient 108 sièges, les divers droites 14, le RPR 134. Le Front National, quant à lui, décroche un député. Un élu non apparenté siégera également à l'Assemblée. La gauche devance désormais la droite de 62 députés, mais les socialistes auront également besoin de l'appui des élus communistes pour constituer une majorité de gauche. La droite, quant à elle, enregistre une lourde défaite. Par rapport à 1993, l'UDF et le RPR perdent chacun une centaine de sièges. Cette nouvelle assemblée siégera pour la première fois le jeudi 12 juin avec l'élection perchoir du successeur de Philippe Séguin, ou peut-être même une femme. On parle de la candidature de la socialiste Ségolène Royal. L'une des caractéristiques de cette nouvelle assemblée, c'est le nombre record de femmes élues hier, 63, près du double de la précédente législature. Le groupe le plus féministe restant le groupe socialiste avec 41 femmes. Exemple, Nicole Bricq, élue à Meaux, où elle a battu le candidat RPR, Jean-François Copé, un proche d'Alain Juppé. Nicole Bricq, qui est la première femme élue dans ce département de Seine-et-Marne. Reportage Maryse Burgot, Virgile Liato. Alors par où je rentre maintenant? Pour refaire tout le tour. Ah oui, c'est ça. Faut que je refasse tout le tour. Bon. Elle n'avait pas mis les pieds au bureau depuis un mois, absente pour cause de campagne électorale. Oui, bravo, bravo. Pas trop fatiguée? Impressionnée et plutôt fière, les collègues de travail, c'est que depuis hier soir, cette femme est députée. Bonjour. Madame le ou la députée qui s'est très vite employée à remercier par écrit ses électeurs. 42 femmes socialistes à l'Assemblée Jolie. Paris et Paris gagné. 42, bah écoutez, c'est pas mal, hein, parce qu'on leur avait prédit quand même les pires maléfices, qu'elles étaient dans des circonscriptions imprenables, ce qu'avait dû penser du reste mon adversaire du RPR, qui m'a quand même bien sous-estimé dans cette campagne. Ça y est ? Allez, en route mauvaise foi. Nicole Bricq, assez fière d'avoir battu Jean-François Copé, un proche d'Alain Juppé. Fière, mais pas arrogante, un peu angoissée même. J'ai senti une telle pression des gens pendant la campagne, un tel... que vraiment je me dis il faut y arriver quoi. Et ça me stresse un peu parce que c'est pas le tout de dire, il faut faire. Sur les bancs de l'hémicycle, elle promet qu'elle n'oubliera jamais ses engagements. Le pouvoir ne lui montera pas à la tête et c'est, dit-elle, peut-être là qu'est la différence avec certains hommes. Et en plus, elles ont une capacité à rebondir plus importante, c'est-à-dire que la défaite chez elles est toujours une étape, une manière de corriger des erreurs, et la victoire vient de surcroît, elle n'est pas forcément l'objectif, donc je pense qu'on apporte ça, et puis sans doute un sens du concret plus important. Hein. Toutes tendances politiques confondues, elles seront 62 femmes à l'Assemblée, 62 femmes et 515 hommes. Rendez-vous repris donc maintenant avec Guylaine Chenu au siège du Parti Socialiste à Paris. Je disais, Guylaine, que je suppose que Lionel Jospin est en train de préparer son gouvernement qu'il devrait dévoiler dans les jours qui viennent. Absolument, dans les jours à venir, Lionel Jospin va construire une sorte de jeu de mécano, car il doit à la fois former son gouvernement, trouver une nouvelle tête pour le Parti Socialiste et déjà penser au perchoir de l'Assemblée nationale. Alors pour le gouvernement, Lionel Jospin a réfléchi à un nouveau découpage des attributions. 15 ministres, plus de femmes, des têtes nouvelles et plus de cumul des mandats. Pour le parti, Lionel Jospin souhaite donner les clés de la maison à un proche jusqu'au Congrès en novembre avant de provoquer de nouvelles élections. Plusieurs noms sont déjà cités, François Hollande, Dominique Strauss-Kahn, Jean-Christophe Cambadélis ou Daniel Vaillant. Pour le perchoir, déjà 2 candidats, Laurent Fabius et Ségolène Royal. Bref, l'architecture de ce mécano toujours en construction est censée donner le style Jospin et ce sera son premier test. Merci Guylaine Chenu. François Hollande, vous êtes le porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous compléter cette information? Le gouvernement, c'est pour quand?
Forme, ça ne nous a pas échappé. Donc je crois que ça sera mercredi ou jeudi. On a dit au milieu de la semaine, ça sera respecté. Bien. Donc pas de majorité absolue, on l'a vu dans les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. Donc obligation ou volonté d'avoir des partenaires, les Verts, les écologistes donc et le Parti communiste. Est-ce que chacun va pouvoir poser des conditions? Dans quelles conditions va se former ce gouvernement, cette coalition? D'abord, nous avons, nous socialistes et nos alliés proches, la majorité relative. Donc nous pourrions très bien considérer que nous n'avions pas ou nous n'aurions pas à ouvrir le gouvernement à d'autres sensibilités. Ce n'est pas du tout notre point de vue. Nous pensons que ceux qui ont obtenu cette victoire de la gauche dans son ensemble doivent figurer dans le prochain gouvernement. Donc la proposition est faite à la fois aux Verts, aux communistes, au mouvement des citoyens, aux radicaux. Et cette proposition, elle est fondée sur les accords que nous avons signés avec ces différentes formations politiques. Il n'y a pas de conditions nouvelles à poser, c'est contenu dans nos accords. Oui. Ça veut dire tout de même que quand vous dites on n'a presque pas besoin d'eux, ça veut dire qu'il n'y aura pas de conditions à poser, que ce soit de la part des écologistes ou de la part du Parti communiste? Pas de conditions nouvelles en tout cas, puisqu'on s'était déjà mis d'accord au premier tour avec les Verts et même avant le premier tour avec le Parti communiste et bien sûr avec les radicaux socialistes puisqu'on présentait des candidats communs. Donc il n'y a pas de raison, si vous voulez, d'imaginer d'autres conditions qui viendraient s'ajouter à ce que nous avons déjà signé, nous et eux. Est-ce qu'on doit s'attendre à des choses surprenantes? On parle d'un certain nombre de femmes en grand nombre, d'un cabinet restreint? Oui, ça je crois qu'il y aura une vraie rupture, à la fois dans le nombre, mais c'est souvent proclamé avant toute composition de gouvernement et abandonné en chemin. Vous verrez que là, ça sera sans doute davantage tenu. Vous avez eu raison d'insister sur la féminisation et aussi sur l'abandon de tout cumul des mandats. C'est-à-dire que les ministres qui seront désignés seront des ministres à plein temps. Ça nous changera peut-être des gouvernements précédents, d'ailleurs toute sensibilité confondue. On ne pourra pas cumuler par exemple une fonction ministérielle avec une fonction d'exécutif local, départemental ou régional. Par exemple, on ne peut pas imaginer qu'une femme comme Mme Trottmann, qui est maire de Strasbourg, soit ministre par exemple. Elle peut l'être, mais à ce moment-là, elle abandonnerait le temps de son action ministérielle, sa mairie de Bordeaux. Sa mairie de Strasbourg. Strasbourg. Bordeaux, elle ne l'a pas encore conquise. Vous voyez comme je fais ce lapsus, parce que précisément ça n'avait pas été fait à Bordeaux. Suite du débat dans un instant. Tout de suite, côté Parti communiste, le comité national s'est réuni aujourd'hui à Paris pour proposer une orientation précisément à propos d'une éventuelle participation au gouvernement. Tout de suite, le reportage sur place, Françoise David, Bernard Connor. Merci Madame le Ministre. Appelez Marie-Georges Buffet Madame le Ministre, ce n'est pour le moment qu'une boutade de photographe. Il serait plus juste de l'appeler Madame le Député. Car cette proche de Robert Hue a décroché hier soir un siège au Palais Bourbon, tout comme 38 autres communistes ou apparentés. Un groupe de cette taille à l'Assemblée nationale, cela ne s'était pas vu depuis près de 20 ans, depuis 1978 très exactement. Les sourires et les congratulations étaient donc au rendez-vous. Les choses sérieuses aussi. Au programme de ce comité national, la participation éventuelle de ministres communistes au gouvernement. La gauche peut réussir, elle ne peut se permettre de décevoir, dit-on, place du colonel Fabien. Pour nous, il ne s'agit pas de tout de suite. C'est tout de suite ce qui est nécessaire pour engager vraiment le changement attendu. Donc c'est l'idée de bien nous inscrire dans une logique nouvelle de progrès social. Nous souhaitons être utiles en allant au gouvernement. Si les discussions avec les socialistes n'aboutissent pas, ce ne sera pas pour autant l'opposition. Le Parti communiste, alors, jouerait plutôt le rôle d'aiguillon. La direction du Parti communiste a donc affirmé aujourd'hui avec force sa volonté d'aller au gouvernement, mais avec un cahier des charges bien précis, des mesures sociales symboliques, ce que Robert Hue appelle des signaux forts en direction de l'opinion. Les discussions se poursuivent avec le Parti socialiste. Parallèlement, Robert Hue consulte ses militants. Un nouveau comité national est convoqué demain, place du colonel Fabien. On en saura alors peut-être un peu plus sur la présence ou non de ministres communistes dans le gouvernement de Lionel Jospin. François David vient de le dire, avant la réunion de ce comité national, place du colonel Fabien, le Parti communiste a voulu consulter sa base, les militants. Exemple, le reportage d'Alban Mikosi et de Gérard Gallian à Aubagne, l'un des fiefs historiques du Parti communiste, les Bouches-du-Rhône ayant envoyé hier 4 députés communistes à l'Assemblée. Aubagne, bastion du Parti communiste. Depuis 35 ans, les candidats du PC sont élus députés invariablement. D'ailleurs, beaucoup de choses sont immuables ici, de la partie de pétanque à l'Assemblée générale des militants communistes, au cercle de l'harmonie
tout un programme. Mais sur les bancs de la petite place, un sujet de conversation inédit. Faut-il que les communistes participent au gouvernement? Alors, harmonie certes, mais aussi avis divergents. On ne peut pas avoir une position de retrait. Je suis pour si c'est bien, je suis contre si c'est pas bien. Pour clarifier les choses, ce n'est pas une position de retrait. Ma préoccupation, c'est d'aider le mouvement social, d'aider les luttes à ce que les revendications soient effectivement poussées à leur terme. La section locale compte 600 membres et rares sont les places libres ce soir lorsque commence le débat avec un mot du député réélu. Mon avis personnel, c'est celui d'un candidat, d'un citoyen et d'un militant qui a pris des engagements devant la population et qui souhaite que ces engagements soient tenus. Dans ce cadre-là, ces engagements ayant été pris par un ensemble de forces de gauche, je souhaite que ces engagements soient réalisés par l'ensemble des forces de gauche, y compris les communistes qui seront au gouvernement. 19h30, la réunion commence par la lecture d'un texte national. Partout dans le pays, les communistes se réunissent en ce lundi 2 juin pour décider ensemble de l'attitude que notre parti doit prendre. Le débat va s'ouvrir, les responsables affirment qu'ils tiendront compte démocratiquement des avis exprimés à situation nouvelle, pratique nouvelle, dit-on ici. C'était décidément la journée des consultations tous azimuts aujourd'hui dans les états-majors. Les Verts ont réuni leur conseil national interrégional. Reportage José Blanc-Lapierre, Philippe Jasselin. Voici celui qui lutte contre l'avancée du béton sur la Côte d'Azur, encore tout étonné de sa victoire face à une droite implantée depuis 50 ans. A été élu, c'est la révolution dans les Alpes-Maritimes. Ils sont tous surpris parce que c'est toujours ou la droite ou le Front National qui est proche de l'emporter. Encore sous le coup de la surprise, 3 autres élus venus de la Beauce, du Nord et du Val d'Oise, où le combat contre la pollution et des projets d'aéroport a fini par payer. Cet après-midi, au Conseil national des Verts, le but était de s'entendre sur le profil de futurs ministres, mais surtout d'élargir le rôle du ministère de l'Environnement. Pas question de cantonner les Verts dans un rôle de jardinier de la gauche, alors pourquoi pas de ministère? Et puis un autre ministère, peut-être plus sur le terrain social, où on pourra mettre à profit les connaissances accumulées par les écologistes en matière d'économie sociale, de diminution du temps de travail, de répartition des richesses, de respect des droits des femmes. Pas question non plus de se priver au Parlement des têtes d'affiche élues hier. Pour les écologistes, les éventuels ministres ne devraient donc pas être choisis parmi les nouveaux députés. Dominique Voynet, bonsoir. Bonsoir. Il y a tout à l'heure, François Hollande disait qu'il n'y a pas de conditions particulières à poser pour participer au gouvernement de Lionel Jospin. Et cet après-midi, on vous a entendu dire 1, 2 ministres. Est-ce que c'est nouveau ou bien est-ce que c'est déjà conclu? Ce ne sont pas des conditions, ce sont des réflexions à voix haute. Il est évident que nous avons travaillé pendant des mois à la conclusion d'un accord avec le Parti socialiste, accord programmatique et accord électoral, et que nous avons l'intention d'aller jusqu'au bout du processus. Donc cet après-midi, le Conseil national des Verts a décidé à la quasi-unanimité de ses membres d'aller jusqu'au bout de cette démarche et de se donner les moyens de mettre en œuvre le contenu de cet accord que nous avons passé à la fois à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Alors Dominique Voynet, lorsque vous dites pas simplement l'écologie, d'autres ministères différents, des ministères pleins, vous pensez à quoi précisément? Alors, concrètement, le ministère de l'Environnement, c'est ce qui est réservé de tradition immémoriale à un petit écologiste bien gentil qui ne dispose pas de gros budget et guère de poids politique. Je crois qu'il faut que ça change. Nous souhaitons un grand ministère de l'aménagement du territoire, prenant en compte la politique des transports et la gestion de l'environnement. Nous souhaitons aussi donc que les écologistes puissent faire la preuve de leur capacité à agir dans des secteurs où ils ont acquis des compétences. À savoir la maîtrise de l'énergie, les droits des femmes, l'économie sociale et solidaire. Je crois que ce sont des thèmes sur lesquels on est très présent. L'équipement, ça ferait partie de ce grand ministère de l'aménagement du territoire et des transports dont je parlais tout à l'heure. Avant de continuer, Dominique Voynet, François Hollande, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Mme Voynet? Je vous ai déjà dit que ce n'était pas moi qui composais le gouvernement, et Mme Voynet le sait très bien d'ailleurs. Pas en direct je là. ne crois pas qu'on ait à fixer tout de suite les ministères. Rien ne vous choque dans ce qu'elle dit?
Non, je crois que c'est bien qu'on ne réserve pas précisément le ministère de l'Environnement au Verts. Je crois qu'ils incarnent aujourd'hui une logique politique qui dépasse le seul cadre de l'environnement, même si cet aspect-là mérite d'être traité en tant que tel. Madame Voynet, j'en reviens à nous. Quelles sont les premières mesures, je ne sais pas dire spectaculaires, mais importantes qui vous semblent importantes de prendre dans les semaines qui viennent, même si vous avez le temps, comme dit Lionel Jospin? Les Verts seront des partenaires à part entière. Ils n'exigent rien, ils ne font pas de chantage. Je crois que c'est les Français qui attendent de nous des gestes forts. Ils veulent que ça change. Je pense qu'on peut les satisfaire le plus rapidement possible en mettant en place la loi cadre sur les 35 heures que nous leur avons promis pendant des semaines, pendant des mois. Je crois qu'on peut aussi leur répondre en abandonnant quelques-uns des projets destructeurs et inutiles que nous déplorons jour après jour. Je pense bien sûr à Superphénix, mais aussi au canal Rhin-Rhône à grand gabarit qui semble avoir été, je crois, enterré hier soir avec la victoire de tous les députés anti-canal de la vallée du Doubs. Pas d'objection majeure, Monsieur Hollande? Non, ces deux aspects-là, canal Rhin-Rhône et Superphénix, l'arrêt de Superphénix, figuraient dans l'accord que nous avions passé avec les Verts avant le premier tour. Et sur les 35 heures? Et les 35 heures figurent dans notre plateforme programmatique pour les élections législatives. Donc rien ne nous choque dans tout cela, mais c'est normal, hein, tout a été organisé pour cela. Juste un mot simplement, Madame Voynet, vous voyez ministre? Nous l'avons dit, nous ne souhaitons pas cumuler les responsabilités. Donc personnellement, je pense que je ne le serai pas et que je laisserai un autre homme, une autre femme assumer cette responsabilité dans un gouvernement pluraliste associant les gauches et les écologistes. Merci. Reprenons le débat dans un instant. À droite maintenant, lendemain de défaite difficile, après la défaite, comme dirait François, on peut prendre tous les termes qu'on veut, alors que certains font état de tentations centrifuges, nous en parlerons dans un instant avec Alain Madelin ou encore Bernard Ponce. Là aussi, consultation tous azimuts, plus ou moins discrète. Alain Juppé a notamment rencontré Philippe Séguin ou encore Nicolas Sarkozy. Reportage sur cette journée à droite, Jeff Wittenberg, Carole Cohn. Tempête électorale, un temps à ne pas mettre un gaulliste dehors. Devant le siège du RPR, silence radio, à peine troublé par les allées et venues des camionnettes qui rapportent le matériel du quartier général de la défunte majorité et par les paroles du petit-fils de Charles de Gaulle qui passait par là. Mon sentiment est un sentiment de tristesse pour la France. Que va-t-il se passer au RPR dans les heures qui viennent? Eh bien, nous allons attendre les heures qui viennent, faut le savoir. Il y aura des changements au sein du parti? Nous verrons bien, je pense. Les changements, ce n'est pas rue de Lille, mais à Matignon qu'ils s'opèrent. Alain Juppé, président du RPR, y consacre ses dernières heures dans ses murs. Premier acte, Jean-François Mancel, secrétaire général du parti, vient présenter sa démission. Comme la plupart des dirigeants du mouvement, il a été battu aux élections. Jean-Louis Debré lui succède, dans le bureau d'Alain Juppé. Un possible successeur de Jean-François Mancel. L'idée est lancée, mais elle ne conviendrait ni à Philippe Séguin, ni aux amis d'Édouard Balladur, réunis au même moment autour de l'ancien Premier ministre. Nicolas Sarkozy fait alors le voyage de Matignon. 1 heure d'entretien cet après-midi. Ce pourrait être lui, le prochain secrétaire général du RPR. Dernier acte d'une folle journée, Philippe Séguin, jusque-là très critique envers Alain Juppé, se verrait lui proposer la présidence du groupe parlementaire. À l'UDF, François Léotard a suggéré de remettre en jeu son mandat de président. Le bureau politique a refusé. Officiellement, on ne veut pas faire de vagues au sein de la famille libérale, même si les centristes pourraient revendiquer une place plus importante au sein de l'UDF. À droite aujourd'hui, une chose est sûre, tout le monde semblait pressé. Alain Madelin, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que ce soir, dans la majorité sortante, la nouvelle opposition, on se serre les coudes, RPR, UDF, ou bien est-ce que c'est chacun pour soi, comme vous sembliez l'indiquer hier soir? En tout cas, vous reprenez votre liberté. Écoutez, moi je pense d'abord aux Français déçus, et même parfois aux Français en colère devant tant de gâchis. Et ce qu'ils attendent dans cette situation nouvelle, c'est que nous fassions du neuf. Alors quel neuf? Moi je ne veux pas ajouter la dispute à la défaite. Mais il me semble qu'il y a une voie libérale, sociale, européenne, que l'on n'a jamais essayé vraiment en France avec conviction. On a essayé toutes les politiques étatistes, dirigistes possibles, mais cette voie-là, qui est la voie du bon sens, qui est pratiquée par nos partenaires, on ne l'a pas essayé. Et moi, je voudrais essayer de faire vivre cette voie dans la vie politique française, de deux façons. D'une part, en participant au nécessaire grand rassemblement de la nouvelle opposition, l'ex-majorité présidentielle. Son organisation autour de 3 courants, le courant gaulliste,
le courant libéral, le courant démocrate, et puis surtout quelque chose d'ouvert sur la société et d'ouvert sur la vie. Est-ce que vous avez l'intention de créer un mouvement, justement, qui soit un mouvement libéral à part entière? Et le deuxième point, je voudrais faire du neuf. C'est vrai, dans ce cadre-là, donner vraiment vie à l'expression d'une force libérale sans complexe. C'est ce à quoi je veille m'employer pour assurer à la fois la relève des idées et la relève des hommes. Et vous dans l'UDF ou en dehors de l'UDF? Écoutez, je crois qu'il y a une situation nouvelle à l'UDF, au RPR. Nous allons voir comment ceci se déconne. Je vous ai dit, dans le grand rassemblement de l'opposition, avec l'UDF bien sûr et le RPR, mais aussi en essayant d'apporter quelque chose de neuf. Il y a énormément, moi je suis frappé par cela depuis hier soir et ce matin, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont envie de s'engager, qui n'ont pas envie de laisser faire, qui n'ont pas envie de se laisser faire, qui n'ont pas envie d'être obligés de partir à l'étranger pour avoir un espoir de réussite pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et donc ils s'adressent beaucoup à moi, à mon mouvement Idée-Action, et je voudrais leur offrir un espace d'espérance. Alors Alain Madelin, 3 questions personnelles. Votre alliance avec Philippe Séguin, le temps d'une semaine, c'est fini ou ça continue? Non, pas du tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'alliance, le grand rassemblement, il est nécessaire à l'intérieur de l'opposition. Le courant gaulliste qu'incarne à mes yeux assez bien Philippe Séguin, mais aussi 2 autres courants. Bien. Et dernière chose, est-ce que vous vous sentez fautif de ce qui s'est passé dimanche soir après la campagne que vous avez menée la semaine dernière? Est-ce que vous avez votre part de responsabilité dans cet échec? Écoutez, je pense qu'on a tous une vraie part de responsabilité dans cet échec. J'ai le sentiment que la voie que je représente, la voie libérale, si on l'avait défendue avec peut-être plus de conviction, plus de franchise, si on avait réussi à entraîner, je pense que c'est une voie gagnante. Je reviens un petit peu en arrière, vous allez dire, j'ai pas compris, c'est votre mouvement, c'est une grande force globale de l'opposition, ou bien est-ce que c'est un mouvement à part? Ça, je voudrais savoir. Pour l'instant, je m'efforce de rassembler à la fois tous mes amis, parlementaires, élus locaux, et puis les Français, c'est les Français qui ont envie qu'on leur offre un petit espace d'espérance, un petit espoir, et qui n'ont pas vraiment envie que l'expérience socialiste dure 5 ans. Et la toute dernière chose, vous êtes toujours derrière le président de la République, Jacques Chirac? Oui, je crois que le président de la République est à la fois le ciment de nos institutions, c'est aussi le ciment de l'ex-majorité et donc de l'opposition. Merci, monsieur Madelin. Les résultats maintenant de Paris, ils avaient leur importance. Hier, vous allez les voir s'afficher sur votre écran. À Paris, donc, les Parisiens ont élu 8 députés du Parti Socialiste, plus 1 d'hiver gauche, donc en rose sur cette image. 12 députés RPR, UDF, donc à Paris, et le RPR et l'UDF conservent une légère majorité. Monsieur Toubon, parmi les personnalités de l'ex-majorité, a été battu par un socialiste, Monsieur Blisco, dans le 13e arrondissement. Monsieur Tibéri, lui, a réussi et parvenu à sauver son siège. Reportage de sa journée d'hier soir et d'hier soir. La confusion est possible car ceux qui ont gagné ici ont bel et bien perdu au niveau national. 22h30 hier soir, Jean Tibéri, pour la 8e fois consécutive depuis 1968, est réélu dans son fief du quartier latin. La France nous avait piétinés, on a quand même gagné. Toute la France nous a insultés, on a gagné. La circonscription la plus convoitée. Sous le regard admiratif de son épouse Xavière, le maire de Paris monte à la tribune pour s'adresser à ses électeurs. Ils ont manifesté leur confiance et ont aussi exprimé la reconnaissance de mon intégrité. Au pied de la mairie, sur la place du Panthéon, des militants de gauche venus soutenir leur candidate, battue sur le fil dans des conditions qu'elle juge suspectes. Je m'étonne par exemple que des véhicules municipaux aient emmené des vieilles personnes très malades, extrêmement gravataires, voter dans certains bureaux qui à ce moment-là naturellement montrent 70% des voix par M. Tibéri. Bien écoutez, la gauche a gagné en France, on a gagné. Et tandis que la candidate socialiste se console avec ses militants, dans la salle des fêtes de la mairie, l'hymne national réchauffe le cœur des partisans du maire de Paris. Bernard Ponce, bonsoir. Vous êtes élu parisien, vous avez d'ailleurs été élu au premier tour, l'un des seuls, il n'y en a eu que 2. Comment considérez-vous la situation à Paris? Est-ce que vous considérez que la majorité sortante a été sauvée de justesse?
on ne peut pas dire qu'elle ait été sauvée. Je crois que la majorité sortante a subi un échec. Remarquez, on n'est jamais ni aussi vainqueur ni aussi vaincu qu'on ne le croit. C'est Montalembert qui disait ça. Et je crois que ça relativise un petit peu les choses. Mais c'est vrai que c'est un échec au niveau national, mais c'est un échec important au niveau de Paris. Et quand on regarde ce matin la carte des circonscriptions qui sont détenues par la majorité et par l'opposition, on s'aperçoit que nous avons perdu beaucoup de terrain et que dans les perspectives des prochaines élections municipales, il va falloir nous mobiliser, nous rassembler. Et avant, nous aurons dans un an les élections régionales qui représentent déjà un grand rendez-vous. Dans le contexte de cet échec, est-ce que vous pensez que l'affaire Tibéri a joué un grand rôle? Et est-ce que vous pensez que ça doit changer quelque chose pour le poste de maire de Paris? Bon, il est évident que la campagne de calomnie qui s'est développée contre le maire de Paris a perturbé un grand nombre d'électeurs, c'est évident. Je dois dire que le résultat qu'il a obtenu hier le lave de cette campagne de calomnie. Il est maire de Paris, point final. Bien, Monsieur Pons, on reparlera dans un instant de la cohabitation. Nous allons en parler tout de suite en images. Oui, je vous propose de revenir tout d'abord sur la personnalité encore mal connue du nouveau Premier ministre, Lionel Jospin. Étrange destin pour cet homme sévèrement battu en Haute-Garonne en 93, qui avait également connu de graves problèmes de santé et qui était prêt donc il y a 4-5 ans à lâcher définitivement la politique. Pour la petite histoire, Lionel Jospin, qui est issu du Quai d'Orsay, avait rencontré Alain Juppé alors qu'il était ministre des Affaires étrangères pour négocier un poste diplomatique. Il n'a jamais eu de réponse. Que se serait-il passé ici? On ne le saura jamais. Portrait de ce que l'on appelait un héritier rebelle, Chantal Kimerlin. Quand il chante, ce sont toujours les airs de sa jeunesse qui reviennent à la mémoire de Lionel Jospin. Une jeunesse chaleureuse en banlieue, dans une famille passionnée de politique, où grandit l'enfant brillant, dit-on, mais déjà fougueux. Il traversait la place des Vosges pour revenir chez nous, et il revenait dans un état lamentable chaque fois. C'est vous dire qu'il était très polisson. Avec Robert le père, instituteur et militant à la SFIO, Lionel Jospin a ses premières et vives discussions politiques et des ruptures aussi. À 17 ans, il quitte sa famille pour aller à Paris au lycée. C'est la liberté. À Sciences Po, il milite à l'UNEF, le syndicat étudiant, contre la guerre d'Algérie. Puis il fait l'ENA, il sort de l'école, diplomate chargé des affaires économiques. Le Quai d'Orsay, dira-t-il, m'a appris les bonnes manières. Le régime gaulliste est un régime fasciste et réactionnaire. Mai 68, le costume de haut fonctionnaire est déjà trop étriqué pour Jospin. Le devoir de réserve l'empêche, dit-il, de participer aux événements. Lionel Jospin quitte la diplomatie et part enseigner l'économie. Épinay, François Mitterrand fonde le Parti socialiste. Jospin prend sa carte de militant à 34 ans. Il grimpe très vite les échelons du parti. Il suffira de quelques années pour que Mitterrand et Jospin se découvrent. On parle même d'affection partagée. Au moment de la construction de l'Union de la gauche, Jospin est chargé du secteur très sensible des relations avec le Parti communiste. En février 81, à la veille des présidentielles, Mitterrand lui confie les clés de la maison socialiste. Mitterrand est élu, le nouveau patron du PS est associé à tous les choix, écouté sur tous les dossiers. Chaque mardi, il est invité à un petit déjeuner à l'Élysée. Des relations fortes et denses qui se gâteront en mars 83 quand Pierre Mauroy prend les premières mesures d'austérité économique. Le chômage augmente. Rationnellement, j'ai toujours été capable de me dire que nous n'avions pas pu faire autrement. Émotionnellement ou affectivement, face à un certain nombre d'hommes ou de femmes, je ne me suis pas toujours senti à l'aise. Commence alors pour Lionel Jospin, le gardien du temple socialiste, une période de crispation et de distance face à François Mitterrand. Pourtant, il entre dans le gouvernement Rocard par la grande porte, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Mais ce ne sera jamais un tremplin, même si Lionel Jospin revendique un bon bilan. J'avance progressivement et par le dialogue. Après 4 ans de ministère, il est écarté sans ménagement du nouveau gouvernement bérégovois. Il perd son siège de député, se replie en Haute-Garonne. C'est la traversée du désert du bac à sable, disent ses détracteurs. L'homme pense un temps abandonner la politique, mais ne peut pas vivre sans. Je demande à notre candidat de venir... En quelques semaines, Lionel Jospin s'impose comme ultime recours des socialistes pour faire campagne contre la droite au présidentiel. L'homme à la carrure de rugbyman montre alors qu'il a une carrure d'homme d'État. Avec vous, je gagnerai.
Seul, sans aide des caciques du PS, Jospin, qu'on dit austère, mène une campagne pleine d'enthousiasme. 5e président de la 5e République, Jacques Chirac. La victoire n'est pas venue, mais pour Lionel Jospin, le succès s'installe. Depuis 1995, il est incontesté dans son parti, il consulte beaucoup, mais il décide comme il écrit ses discours, seul. L'occasion de rappeler, si vous voulez en savoir plus, la publication chez Jean-Claude Lattès de cet ouvrage signé de mes excellents confrères Gérard Leclerc et Florence Muracciol, L'héritier rebelle. Alors va se poser donc désormais le problème de la cohabitation. C'est la première fois qu'un président de droite va cohabiter avec un Premier ministre de gauche. Récit des précédentes cohabitations avec Françoise Laborde. Lionel Jospin et Jacques Chirac face à face, c'était en mai 1995 entre les deux tours de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, les adversaires d'hier sont obligés de cohabiter 2 ans à peine après leur affrontement électoral, avec un agenda particulièrement chargé. Ça commence par le sommet franco-allemand à Poitiers. La tradition veut que le président et le Premier ministre soient tous deux présents. On verra alors la réaction du chancelier Helmut Kohl, qui n'a jamais caché sa bonne entente avec Jacques Chirac. Ensuite vient le sommet d'Amsterdam. On doit y modifier le traité de Maastricht. On saura alors s'il y a hiatus sur l'Europe entre Jacques Chirac et Lionel Jospin et surtout si le Premier ministre choisit d'accompagner le président. Ça n'est pas obligatoire, mais ça s'est déjà produit, notamment à Copenhague en 1993, entre Édouard Balladur et François Mitterrand. Rendez-vous ensuite à Denver, au G7. En principe, le président de la République s'y rend seul. Mais on se souvient qu'au sommet de Tokyo en 1986, Jacques Chirac, nouveau Premier ministre, avait exigé un fauteuil, ce qui avait posé quelques problèmes au protocole japonais. Reste qu'à l'étranger, c'est finalement le plus simple. Le consensus y est obligatoire parce que c'est la France qui se montre à l'extérieur. En France, la cohabitation peut entraîner un climat plus tendu. Le gouvernement gouverne et donc prend des mesures auxquelles le président ne peut s'opposer, même s'il ne les approuve pas. Exemple, les privatisations de France Télécom ou de Thomson que la nouvelle majorité veut suspendre. Ou encore la modification du budget par un collectif cet été. Ou enfin, la conférence sur les emplois et les salaires. Institutionnellement, il ne peut pas y avoir de conflit entre le Premier ministre et le Président, sauf en cas d'ordonnance. François Mitterrand refusa à 3 reprises de les signer sur les privatisations, la carte électorale et l'aménagement du temps de travail. Lionel Jospin a déjà déclaré qu'il était partisan, quant à lui, d'une cohabitation harmonieuse. Quant au Président de la République, Jacques Chirac, il ne s'est pas encore exprimé sur le ton de cette cohabitation que jusqu'à ce jour, il ne voulait pas envisager. Alors François Hollande, il y avait la version idyllique de la cohabitation pendant la campagne électorale. Maintenant la campagne est passée, vous avez gagné. Il y a tout de même des rendez-vous sociaux et européens qui sont très difficiles et sur lesquels vous n'êtes pas en accord avec le président de la République. Oui, mais il y a une constitution, il faut l'appliquer. Le président de la République en a tenu compte puisqu'il a nommé Lionel Jospin Premier ministre très vite. Et donc c'est au gouvernement de conduire et de terminer la politique de la nation. Au président de la République de jouer aussi son rôle. Je crois qu'on a tous avantage, je pense notamment aux Français, d'avoir une constitution bien appliquée. Et nous faisons confiance et aux uns et aux autres pour comprendre l'enjeu. Et l'enjeu, c'est de respecter la parole de la France, puisque en l'occurrence, on sera dans les discussions internationales, oui, mais aussi de respecter nos engagements par rapport aux Français. Ils ont voté pour l'application d'une politique. C'est cette politique-là qu'il faut maintenant mener. Bernard Pons, vous connaissez bien Jacques Chirac depuis très longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il va supporter cette cohabitation? Comme vient de le dire François Hollande, nous avons... Il l'a vécu lui-même dans l'autre sens. Nous avons une constitution, celle de 58, qui a été bien faite puisqu'elle a montré à plusieurs reprises qu'elle permettait justement le fonctionnement dans des circonstances difficiles. Jacques Chirac a déjà pratiquer la cohabitation comme Premier ministre avec un président qui n'était pas de la même sensibilité politique. Il est bien évident que cette expérience lui servira, mais il est aussi très respectueux de cette Constitution. L'article 5 définit les pouvoirs du président, l'article 20 définit les pouvoirs du Premier ministre qui doit déterminer et conduire la politique de la France. Donc il est bien évident que sur les points particuliers de la politique étrangère, il doit y avoir une discussion entre le président et le Premier ministre et une attitude qui doit être prise au nom de notre pays et non pas en fonction de tel ou tel élément. Je reviens, Bernard Pons, aux problèmes qui vont se poser au RPR. On parle beaucoup d'évolution, on parle de transformation dans le mouvement. Vous voyez les choses comment dans les jours qui viennent? Le RPR sort affaibli de cette entreprise. Est-ce qu'il faut en changer la tête? Est-ce qu'il faut en changer la structure? Est-ce qu'il faut parler, comme à la Madeleine, de mouvement libéral? Hier soir sur votre plateau,
j'entendais un certain nombre de mes amis dire qu'il fallait examiner les raisons de l'échec. Alors je dis oui, il faut les examiner. Notre formation est une formation démocratique et je demande moi la réunion de nos instances, d'un Conseil national dans un premier temps, éventuellement que celui-ci décide la convocation d'assises pour examiner les raisons de cet échec et pour voir quelles sont les dispositions que nous devons prendre. Parce que je crois qu'il ne faudrait pas se contenter de faire des replâtrages. Alors, il y a véritablement un problème qui se pose. Ce n'est pas un problème de tel ou tel responsable politique. Est-ce qu'un Premier ministre battu peut rester à la tête d'un mouvement comme le vôtre? Je crois que ce n'est pas un problème de tel ou tel responsable politique. Il faut essayer de se rassembler tous ensemble. Il y a d'éminentes personnalités au sein du RPR. Le président de la République est notre grand élu. Nous devons faire bloc derrière lui, mais cela ne doit pas nous empêcher d'essayer de reprendre une voie nouvelle dans des conditions neuves. Merci. Un mot de la situation économique et sociale avec tout d'abord la Bourse de Paris qui a enregistré aujourd'hui une légère hausse de 0,6% la semaine dernière sur fond de rumeurs, de sondages donnant la victoire de la gauche. La Bourse de Paris avait baissé de près de 7%. La gauche qui va se retrouver confrontée à un chômage record. En effet, malgré une très légère baisse de 0,2% au mois d'avril des demandeurs d'emploi, on recense toujours en France 3 81 000 demandeurs d'emploi, soit 12,8% de la population active. À ce propos, Peugeot vient d'annoncer un plan social prévoyant la suppression de plus de 2800 emplois sur différents sites de Peugeot. Et cela sera discuté en comité central d'entreprise très prochainement, le 11 juin. Luc Bazizin. Les salariés de Peugeot s'y attendaient. L'annonce des suppressions d'emplois survient le même jour que la confirmation de la mauvaise santé du marché automobile français, moins 23% en mai. Le président de PSA, Jacques Calvet, avait annoncé son projet de plan social en avril dernier, s'appuyant sur les résultats du groupe divisés par 2 en un an. Selon lui, tous les départs se feront sur la base du volontariat. Objectif affiché, 0 licenciement sec. En fait, sur les 2816 suppressions d'emplois annoncées, 2146 seraient des départs en pré-retraite et 670 des reclassements externes. D'autre part, des passages à temps partiel devraient permettre de dégager l'équivalent de 175 postes de travail. Les sites les plus touchés par ces suppressions d'emplois sont ceux de Sochaux, Poissy et Mulhouse. Automobile Peugeot explique qu'il faut accroître la compétitivité face à la guerre des prix qui s'intensifie et face à la baisse des marchés européens et français. Les positions des constructeurs automobiles français sur le marché national reculent de 2% en un mois. Chacun tente de réduire par tous les moyens le prix de revient à la fabrication. Alors vous en doutez, ce changement de majorité intéresse au premier chef les principaux syndicats ouvriers français et le salarié. Avec nous ce soir en direct, Monsieur Vianney de la CGT, Madame Nicole Notta de la CFDT. D'abord Monsieur Vianney, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors donc, changement de majorité et de votre côté, des demandes pressantes à ce nouveau gouvernement qui est en formation? Écoutez, moi je crois que ce qu'ont dit les salariés, les retraités et les chômeurs est absolument sans ambiguïté. Ils veulent vraiment une autre politique, ils veulent d'autres choix, ils veulent une autre logique, c'est-à-dire ils veulent que la politique pratiquée ne ressemble pas à celle qui a été faite hier. Et vous savez, les attentes sont à la hauteur de ce que subit le monde du travail depuis des années. Chômage, salaire malmené, développement de la précarité, et c'est à ces questions-là qu'il faut absolument s'attaquer. Monsieur Vianney, quelles sont les premières mesures qui vous semblent indispensables de prendre d'ici au début de l'été, dans les semaines et les 2 mois qui viennent? Je pense qu'il y a un certain nombre d'aspirations tout à fait légitimes et qui appellent des mesures immédiates. Par exemple, il faut arrêter le processus de privatisation, faute de quoi on va aller vers de nouvelles difficultés. Par exemple, il faut arrêter les plans de suppression d'emplois et de licenciements si l'on veut véritablement mettre la politique de création d'emplois sur de nouveaux rails. Par exemple, il faut bloquer toutes les mesures de délocalisation. Il faut remettre en chantier la discussion autour de la protection sociale. Il faut abroger les lois Pasqua-Debré. Ça, ce sont des mesures qui peuvent être prises très très vite par le gouvernement et ça constituerait, je pense, des signes tout à fait significatifs de la volonté de ce gouvernement de mettre la France sur des rails différents de ce qui existait.
Merci Monsieur Vianney, on vous retrouve peut-être dans un instant, mais le temps avance. Madame Notat de la CFDT. Madame Notat, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors on vient de parler de la protection sociale. On sait que votre syndicat, et vous à sa tête, est engagé dans le plan de réforme de la sécurité qu'avait entamé Alain Juppé. Est-ce que vous êtes aujourd'hui pour qu'on aille au bout de ce processus, ou est-ce que vous revenez sur ce que vous avez dit ? Oh, vous savez, nous avons changé de majorité politique, mais à la CFDT, c'est la continuité. Donc les positions, les comportements qui étaient les nôtres hier seront ceux de demain. Et si nous avons jugé la réforme de la protection positive à l'époque, c'est qu'elle l'était et nous continuons à le penser. Donc nous souhaitons que cette réforme aille au bout, car ce n'est pas terminé. En particulier, il faut aller au bout des changements de son financement, pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. Il faut voter une loi pour une assurance maladie universelle. Et je crois d'ailleurs de ce point de vue qu'au-delà, si vous voulez, de ce qui est normal dans une démocratie, c'est-à-dire où quand une majorité gouverne et des partis sont dans l'opposition, donc il y a des controverses, je ne suis pas aujourd'hui très inquiète sur l'avenir de cette réforme, car tout simplement, elle est l'avenir d'une sécurité sociale remise sur les rails de la justice, sur les rails de la solidarité. Nicole Notat, pendant cette campagne, vous êtes tenu pratiquement à égale distance des programmes de la majorité, de l'ex-majorité et de l'opposition de l'époque. Qu'attendez-vous aujourd'hui de ce nouveau gouvernement de M. Lionel Jospin? Je ne me suis pas tenue à égale distance, je me suis tenue à la place qui est la place de la syndicaliste que je suis et que je reste, c'est-à-dire à une autre place que celui d'un gouvernement, et je crois que c'est très bien ainsi. C'est très bien pour les salariés, les retraités, les chômeurs que nous défendons, mais je crois que c'est très bien aussi pour un gouvernement quel qu'il soit. J'aborde donc cette nouvelle donne politique avec un état d'esprit, je dirais, qui est constructif, c'est-à-dire qui veut faire de la CFDT un interlocuteur qui continue à être indépendant, qui continue à ne pas faire de confusion des genres avec le rôle du gouvernement, avec le rôle du syndicat, et surtout, je voudrais dire que il y a trop de problèmes, trop de changements, trop de réformes qu'il faut réussir. Alors vraiment, je crois que pour l'intérêt de tous, je souhaite à Lionel Jospin qu'il se donne vraiment les moyens d'une réussite, les moyens d'une vraie ligne politique. En un mot, Nicole Notat, vous serez partenaire de Lionel Jospin comme vous l'avez été d'une certaine façon d'Alain Juppé? Je n'ai pas changé. Je serai interlocutrice de Lionel Jospin dans les conditions qui ont toujours été celles de la CFDT. Alors j'ai ma liberté de ton, j'ai l'habitude de parler franc, je l'ai fait avec Alain Juppé, je le ferai avec Lionel Jospin. Et d'ailleurs je crois que Lionel Jospin sait bien cela et je pense même que d'une certaine manière il l'apprécie et qu'il est peut-être aussi un comportement du même genre. Nicole Notat, je vous remercie. François Hollande, vous écoutiez avec beaucoup d'attention. On vous a vu ce que disait Madame Nicole Notat. Un mot? Oui, à la fois ce qu'a dit M. Vianney, notamment sur l'arrêt des plans sociaux. Moi, j'étais très choqué de l'annonce du plan de Peugeot, comme ça, le lendemain des élections et avant même la constitution d'un gouvernement, comme si c'était un fait qu'on avait voulu cacher pendant la campagne électorale et qu'on voulait accomplir maintenant que le gouvernement était à peine constitué. Sur l'arrêt des privatisations, je crois qu'il a raison et donc on a mis cet objectif-là en avant durant la campagne électorale et il sera tenu. Sur ce que disait également Mme Notat, je crois que là, il y a le souci d'avoir le dialogue avec le gouvernement et je crois qu'il faut que Lionel Jospin et son gouvernement maintiennent un dialogue, plus exactement ouvrent les conditions d'un vrai dialogue et notamment cette conférence sur les salaires, la réduction du temps de travail et l'emploi sera l'occasion de réunir tous les partenaires sociaux autour de ces objectifs-là. Merci. Je propose de dépasser nos frontières à l'étranger. Ces élections en France suscitent évidemment de très nombreux commentaires. La presse internationale souligne en général l'échec de Jacques Chirac et s'interroge sur la cohabitation future. Je vous propose de voir tout de suite le point de vue de nos différents correspondants en Grande-Bretagne, en Italie et en Allemagne. Tony Blair a été l'un des premiers hier soir à féliciter par téléphone Lionel Jospin. Songez qu'il y a à peine un mois, les travaillistes britanniques prenaient possession du 10 Downing Street. Et si le socialisme britannique et le socialisme français sont différents sur bien des points, notamment en termes de programme politique, cette concordance des temps est loin d'être passée inaperçue dans la presse britannique. À la une de tous les journaux, Lionel Jospin, hilar, Jacques Chirac, l'air fermé, c'est un désastre pour le président, titre la presse conservatrice, la présidence de Jacques Chirac est en ruine.
Question du jour sur la BBC, les socialistes français sont-ils pro-européens? Elisabeth Guigou en direct et Michel Rocard dans un anglais limpide confirment que oui. Lionel Jospin-Tony Blair sera-ce malgré les divergences le couple social-démocrate des années à venir? En attendant la réponse, tous les éditorialistes se gaussent d'un électorat français qu'ils jugent bien versatile. L'Italie officielle hésite entre satisfaction et perplexité. Satisfaction de voir la gauche au pouvoir en France comme ici, qui plus est conduite par un homme qui a toujours mis l'entrée de l'Italie dans l'euro au cœur de ses préoccupations européennes. Et perplexité, car on ne sait trop si la volonté de Lionel Jospin, soulignée dans plusieurs titres ce matin, de rediscuter ou réorienter l'Europe est bonne ou mauvaise. Mauvaise sans aucun doute pour le ministre des Affaires étrangères, Lamberto Dini, pour qui cette élection est un revers pour l'Europe. Bonne pour le président du Conseil, Romano Prodi, qui constate satisfait que la géographie politique de l'Europe a complètement changé. Les Italiens se sont passionnés pour la dernière semaine de campagne, au point que le journal de la RAI a repris en direct hier soir le début de la soirée électorale de France 2, sans comprendre toutefois le pourquoi de cette dissolution. Le Messaggero parle d'humiliation pour Chirac, la Stampa d'incompréhensible harakiri, tandis que la Repubblica constate à sa manière que le roi est maintenant déboulonné. Signe de l'intérêt porté par Helmut Kohl aux élections françaises, le chancelier allemand a eu ce matin un long entretien téléphonique avec Jacques Chirac. Il est vrai qu'à Bonn, où l'on n'a pas une vision très souple des critères de Maastricht, on a du mal à cacher son inquiétude face à l'arrivée au pouvoir des socialistes français. Crainte et incertitude exprimées par un proche du chancelier Kohl. L'attitude de la France envers l'union monétaire va-t-elle changer et comment? C'est ça la question décisive. Quant aux journaux allemands, surpris par l'ampleur de la victoire socialiste, ils titraient ce matin comme le très populaire Bild Zeitung sur la gifle infligée à Jacques Chirac par les électeurs. Mais ce soir, la télévision publique s'interroge surtout sur la présence ou non de ministres communistes au gouvernement. Élections législatives également en Algérie. Et à 3 jours de ces élections, la terreur continue dans ce pays avec un nouvel attentat à la bombe ce matin sur un marché de la Casbah en plein centre d'Alger. Bilan officiel 7 morts, une quarantaine de blessés. Sur place pour France 2, Thierry Tuillier, Christophe Hérault, Bertrand de Chaumet, Lise Ferré. Le marché de la Casbah, quelques heures après l'attentat. Le quartier a été rendu à la circulation et aux piétons. Dans la foule, frappée de stupeur, des femmes cherchent un mari, un frère, un fils. J'habite pas ici, mais mon fils travaille là et je n'arrive pas à le trouver. Comme d'habitude, les pompiers et les forces de sécurité ont fait au plus vite pour effacer les traces de l'explosion, avec l'évident souci de limiter la panique et le traumatisme. Mais le mal est fait. J'ai vu des gens déchiquetés, j'ai vu des morts, j'ai vu des pieds, j'ai vu des gens calcinés, j'ai vu des larmes, j'ai vu... Qu'est-ce que vous voulez voir dans ce pays? Il n'y a plus rien à dire. Il faut plutôt passer à l'action. C'est-à-dire? Comment ça, c'est-à-dire? Vous faire un dessin? Moi, j'ai failli passer à 2 mètres. La Casbah croyait pourtant n'avoir fini avec le terrorisme. Il y a 15 jours, nous avions rencontré quelques commerçants du marché, fiers de nous dire leur optimisme. Comment on vit à la Casbah? On vit très très bien. C'était encore le temps des illusions. Mais aujourd'hui, c'était surtout le dernier jour de campagne, les derniers meetings, ici celui du président Zerwal. Malgré les apparences, les esprits sont ailleurs. Alors que les Algérois réapprennent à vivre dans la peur de l'attentat, l'armée et les forces de sécurité ont voté aujourd'hui 3 jours avant les autres électeurs algériens. Si elles ont été ainsi libérées de leurs devoirs civiques, c'est pour tenter d'assurer au mieux le bon déroulement et la sécurité des opérations électorales de jeudi prochain. Situation toujours très confuse en Sierra Leone, à Freetown, la capitale. Une partie de la population s'est regroupée dans un stade pour manifester son soutien au leader des rebelles. Dans le même temps, des militaires français et américains continuent d'assurer et même d'accélérer l'évacuation des ressortissants étrangers dans ce pays. À Paris, ouverture aujourd'hui du procès de l'ancien député-maire socialiste d'Angoulême, Jean-Michel Boucheron, déjà condamné par défaut en juillet 1994. Il était alors en fuite en Argentine, à 4 ans de prison ferme, 5 ans d'interdiction de droits civiques et 1 million de francs d'amende. Compte rendu de cette première audience, Dominique Verdeillan, Hervé Pozzo.
Presque décontracté, presque souriant, Jean-Michel Boucheron avant de pénétrer dans le box. Je suis parti parce que j'avais peur, dit-il. J'ai été le premier homme de gauche poursuivi par la justice. Pour Dominique Perrard, le procureur, l'ex-député maire d'Angoulême, a fui en Amérique latine par peur de la prison. Le financement des campagnes électorales, l'ex-restaurateur de Buenos Aires ne s'en souciait guère. Je ne me suis jamais préoccupé de cette cuisine interne, dit Boucheron. Mais désabusé, se défendant sans conviction, Boucheron reconnaît l'enrichissement personnel. J'ai manqué à la morale et au devoir d'un parlementaire de la République, va-t-il même jusqu'à concéder. Bien des hommes politiques ont agi de même manière. Il explique qu'il l'a fait, il dit dans quelles conditions. Je le crois au contraire très responsable, puisque il ne nie rien, il reconnaît quand il a été fautif. Il y a 10 ans, Marcel Dominici déposait plainte contre Jean-Michel Boucheron. De ce procès, il n'attend qu'une chose. Que M. Boucheron s'en aille tout à l'heure disant sans les menottes au poignet, ce qui m'intéresserait le plus, c'est de savoir où est passé le magot. Le reste est de la littérature. D'un côté, le train de vie de Boucheron, Jaguar, Ferrari, Porsche, Voyage. De l'autre, une ville ruinée, 1,2 milliard de dettes. La justice parle d'une délinquance organisée. La ville d'Angoulême dénonce un racket. Boucheron, lui, reconnaît une erreur, des faux pas. Sport avec le départ à Cherbourg aujourd'hui des 16 voiliers engagés dans la course de l'Europe. 5 multicoques et 11 monocoques ont quitté la rade en 3 vagues successives. Les concurrents de cette 7e édition ont donc mis le cap pour Rotterdam où ils sont attendus aux alentours du 4 juin. Le franco-suisse Laurent Bourgnon a largement viré en tête dans sa catégorie le passage de la première bouée. Retour sur le plancher des vaches, ou plus précisément la terre battue de Roland Garros, avec aujourd'hui l'élimination de Michael Chang, l'Américain, 2e joueur mondial, par l'Espagnol Sergi Bruguera, et beaucoup de surprises sur place. Nous retrouvons tout de suite François Brabant. Les dieux du tennis sont tombés sur la tête. À Roland Garros, cette année, rien ne se passe tout à fait normalement dans le tableau de ces messieurs. Exemple aujourd'hui avec Arasi. Pendant 2 heures, le Marocain, 55e mondial, a jonglé avec Marcelo Rios, tête de série numéro 7. Et il n'y a guère que le Chilien qui n'ait pas apprécié le spectacle. Score final, Hicham Arasi bat Marcelo Rios en 4-7. C'est fou, mais c'est pas tout. Un Espagnol qui gagne à Roland Garros, vous allez me dire que c'est raisonnable. Mais celui-là est 111e mondial, et le voilà en quart de finale. Même pour lui, c'est incroyable. Je ne peux pas l'expliquer, dit-il, c'est pas pensable. Et devant tous ces gens en plus. Devant tous ces gens, Galo Blanco, le qualifié, n'a fait qu'une bouchée de Peter Korda, l'ancien finaliste de Roland Garros. C'est fou, et c'est pas tout. Un Brésilien porte d'Auteuil, vous allez me dire que c'est banal. Mais d'ordinaire, c'est plutôt au Parc des Princes que ça se passe. Gustavo Kuerten est l'un des rares Brésiliens à détourner les supporters pour les amener voir du tennis. Faut dire que comme ses copains footballeurs, lui aussi, c'est un artiste. Kuerten, 66e mondial, bat Medvedev, numéro 20. C'est fou, et du coup, la défaite de Michael Chang en paraîtrait presque logique. Au moins, le numéro 2 mondial a été battu par une tête connue. Sergi Bruguera, il a déjà gagné 2 fois le tournoi. Aujourd'hui, l'Espagnol a gagné en 4-7 et du coup, il redevient l'un des favoris. Tant pis pour lui. Avant de nous quitter, simplement un grand merci car hier soir, comme dimanche dernier, c'est sur notre chaîne que les Français ont été les plus nombreux à suivre les 2 soirées électorales. Merci donc de votre fidélité. Nous essaierons de rester dignes de votre confiance. Merci d'avoir voté majoritairement pour France 2. Dans un instant, la météo. Sophie Davant, dernier journal vers minuit 30, en compagnie ce soir de Dorothée Olyric. À 13h, vous retrouverez Patrick Chen. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h. Très très bonne soirée, merci. Marie est un